Ok, merci à Elisa et aux chroniqueurs et chroniqueuses de cette campagne Actualité et Culture. Maintenant, nous avons Laurent Deutsch avec nous, responsable activisme et éducation aux droits humains. Donc, on va faire une petite interview de 20 minutes et ensuite 30 à 40 minutes de table ronde. On va échanger avec les spectateurs, les internautes. Laurent Deutsch, ok. Donc, Laurent Deutsch et ensuite 30 minutes, ok, ça j'ai dit. Ok, Adrien, tu peux commencer. Bon, vous êtes un ancien vice-président d'Amnesty Belgique. Oui, en effet. Donc, comme Adil l'a dit, vous êtes responsable d'activisme et d'éducation aux droits humains. Et en s'informant un peu plus sur ce que vous avez fait, vous avez dit dans une conférence, on ne s'engage pas en faveur des droits humains si on n'est pas d'abord informé. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer cette notion d'éducation aux droits humains et l'importance que ça a dans l'engagement? Alors, l'éducation aux droits humains, c'est une éducation à l'engagement en faveur des droits humains. On cherche à ce que des gens se mettent à promouvoir, défendre et développer les droits humains. Une personne ne peut être engagée dans ce type de travail que si, au minimum, elle est informée sur les droits humains. Informée sur les droits humains, c'est deux choses. C'est d'une part connaître l'existence des droits humains, ce qu'ils sont, ce qu'ils contiennent, ce qu'ils comprennent, et d'autre part, c'est évidemment avoir une idée du fait qu'il existe des violations de ces droits humains. Si j'ignore que des gens meurent de faim dans le monde, pour prendre un exemple un peu trivial, il y a très peu de chances qu'à un moment, je me mobilise pour ces gens-là et pour améliorer leur situation. De la même manière, si j'ignore que les gens ont le droit à un procès équitable, je ne serai pas, et que j'apprends que des gens ont fait l'objet d'un procès équitable, je ne serai pas particulièrement choqué ou je ne vais pas intervenir si je n'ai pas connaissance que ce soit leurs droits. L'éducation est donc très importante dans votre engagement et vous avez fait des études de sciences économiques. Quel lien à faire avec les droits humains? Il y a un lien qui est très clair, et c'est le seul que je puisse identifier, c'est que John Stuart Mill, qui est un économiste, a dit « On ne peut être un bon économiste si on n'est que cela ». Et donc moi j'ai développé la partie autre chose que être économiste. Voilà, donc pour être très clair, j'ai fait des études d'économie parce que je trouvais ça intéressant. J'ai vraiment pris mon pied, c'est vraiment super, je le recommande à tout le monde. Ceci étant, il y a autre chose dans la vie, et je prétends par ailleurs que la question de l'économie est quelque chose qui est aussi important dans le cadre notamment de l'accès à un certain nombre de droits, notamment les droits économiques, sociaux et culturels. Le droit qu'on a à vivre dans la dignité, ça, c'est lié aussi à la façon dont l'économie est gérée. Justement, pour revenir à cette phrase que vous avez énoncée, on ne s'engage pas en faveur des droits humains si on n'est pas d'abord informé. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Et si on contextualise avec le Covid-19, avec la Covid-19, quel lien on peut faire entre les droits humains et ces mesures très restrictives pour limiter la propagation de la Covid-19? Et surtout l'information qui est aujourd'hui mise à mal par les fake news, qu'on appelle comme ça aujourd'hui, les contre-vérités et les liens que ça peut avoir avec les droits humains et le fait que, comme Adil le dit, il y a une sécurisation de la société qui se fait parfois au détriment de liberté. Alors, le droit d'être informé est un droit humain. Et donc, la qualité de l'information, bien entendu, est liée à ce droit-là. Maintenant, on ne peut pas, heureusement, demander au pouvoir public de contrôler l'ensemble de toute l'information qui est communiquée aux personnes, parce qu'on peut voir dans certains pays les dérives auxquelles ça arrive. On le voit par exemple, si on regarde la façon dont cet épisode un peu rocambolesque de ce député européen hongrois qui est sorti par la gouttière, etc. Eh bien, vous voyez, si vous regardez en Hongrie, les médias hongrois proches du pouvoir ne piquent pas mot de l'affaire ou disent c'est un complot de l'Union européenne. Donc, voilà, une information qui serait seulement aux mains de l'État, c'est dangereux. Et évidemment, quand elle peut venir de n'importe qui, n'importe comment, ça, évidemment, c'est limite.
la seule réponse qu'on puisse apporter aujourd'hui à ce paradoxe où il faut être entre les deux, c'est de développer l'esprit critique des personnes. L'esprit critique est une chose évidemment d'essentiel. Maintenant, pour en revenir à la question qui est relative à cette pandémie de Covid, il est important de rappeler que d'une part, le droit à la sécurité figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est quelque chose qui est super important d'être dans un état de sécurité. De la même façon, le droit à des soins de santé est quelque chose qui figure aussi dans la Déclaration universelle. C'est un droit humain et un droit dont les experts craignent qu'il ne soit plus accessible aux gens si tous les hôpitaux sont submergés. Il est donc légitime de prendre des mesures de protection, et ce sont des mesures qui visent à défendre les droits humains. Après, autant il est légitime pour un État de prendre des mesures qui sont attentatoires à des droits humains, elles le sont puisque on ne va pas à l'école, c'est une atteinte à le droit à l'enseignement, la liberté de circuler, etc., etc., eh bien, il est possible de porter atteinte à des droits humains sous certaines conditions qui sont très claires. Et c'est là que quand on dit connaître les droits, c'est important, parce qu'alors on peut appréhender le fait qu'on a le droit de porter atteinte à certains droits humains si c'est pour en défendre d'autres et si les atteintes sont proportionnées, si elles sont dans une loi. Enfin, voilà, je ne vais pas faire un petit cours de droit maintenant, je rassure tout le monde. J'aimerais juste prendre un exemple. Par exemple, on a entendu aux États-Unis ce côté des masques, là, le port des masques, etc. Et beaucoup disaient non, c'est une atteinte à nos libertés, puisque comment ça se fait que tu m'obliges à porter le masque et c'est pas écrit dans la Déclaration universelle, c'est pas écrit dans les lois, etc. Mais comment est-ce qu'on pourrait justifier ça par le fait que c'est le droit à la santé, c'est le droit à ce que nous tous nous puissions vivre dignement et que notre société ne s'écroule pas à cause d'un virus. Donc, de nouveau, pour protéger la santé des personnes, on prend une mesure dont on nous dit, moi je ne suis pas médecin, dont on nous dit qu'elle est efficace. Et donc toute la question qui se pose, c'est de voir quel est le rapport qu'il y a, enfin dans quelle mesure cette mesure d'obliger les gens à mettre un masque, et qui s'est posée dans notre continent européen aussi, les gens ont posé cette question. Et il est très sain que les gens posent cette question. Mais donc, on peut poser la question de dire, est-ce que c'est proportionné? Est-ce que cela a un impact sur la santé tel que cette mesure est nécessaire pour protéger la santé et en quelque sorte contrebalance l'inconvénient qu'il y a en termes de liberté individuelle. Et c'est exactement la même chose pour le confinement, qui est une atteinte à la liberté de circuler, ou quand on ferme un certain nombre d'établissements, il y a des personnes qui perdent leur droit au travail. Et donc on voit qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, qui portent atteinte à des droits fondamentaux, et toute la question est de savoir, est-ce que c'est proportionné? Et c'est ça, du coup, l'esprit critique, c'est du coup de se poser les questions et de s'informer avant. Alors, et puis... L'esprit critique, il vient d'une part pour se nourrir des bonnes informations qui sont crédibles, ce qui vraiment n'est pas facile quand vous avez un expert qui vous dit A et un expert qui vous dit B. Vous, comment est-ce que vous faites pour savoir lequel a raison? Il faut reconnaître que c'est une question difficile. Et puis, il y a une question qui est, pour les personnes qui prennent les décisions, et éventuellement pour les magistrats, qui doivent juger quand on vient en justice pour attaquer ces décisions, qui doivent juger du mieux qu'ils peuvent, en âme et conscience, si la mesure est proportionnée ou pas. Et on a vu que comme on connaissait, on a découvert la connaissance de ces éléments relatifs au virus est venue en cours de route, ce qui fait que ce caractère proportionné peut changer en fonction du temps, puisqu'on a une connaissance qui est différente et qui s'améliore au fur et à mesure du temps. Pour revenir à cette notion d'information et d'engagement, où est-ce que Amnesty va informer les plus jeunes et éduquer aux droits humains, au respect des droits humains et à l'esprit critique quant à son respect? Est-ce que c'est dans les écoles primaires? Est-ce que c'est dans les écoles secondaires? Est-ce qu'on peut parler de ces choses-là
avec les élèves, ou bien est-ce qu'il faut peut-être des fois attendre de parler de torture, peine de mort? Comment s'organise cette éducation que Amnesty fait, il me semble? D'abord, entendons-nous bien, l'éducation est quelque chose qui n'est jamais acquis. J'entends bien que vous êtes étudiant et peut-être vous espériez qu'une fois votre diplôme en poche, cela en serait fini une fois pour toutes de tout aspect éducatif. Je vous rassure ou je ne vous rassure pas, mais l'éducation, ça continue de se poursuivre et il y a des choses qui doivent être proposées aux adultes. Maintenant, s'agissant de la question pour ce qui est de l'enseignement obligatoire, il y a aller dans les écoles, mais il n'y a pas que aller dans les écoles, dans la mesure où il s'agit aussi d'outiller des enseignants pour qu'eux, en toute autonomie, puissent proposer des choses de qualité à leurs élèves respectifs. Et ça se fait dès le primaire, évidemment, de manière adaptée. Et il est clair que peut-être il n'est pas totalement approprié dans l'enseignement primaire de lancer une campagne sur le consentement. Mais que ça, c'est quelque chose qui doit venir un peu plus tard. Ou en tout cas sur le consentement avant des relations sexuelles. Par contre, la question du consentement, qui est quelque chose qui est lié de manière plus générale aux droits de l'enfant, puisqu'un enfant a le droit de s'exprimer sur les questions qui le concernent, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, ça c'est quelque chose qui est important de développer dès le plus jeune âge. Mais donc il est clair que dans le développement d'un enfant, on observe une acquisition d'un certain nombre de compétences et de capacités, et il faut adapter son dispositif pédagogique à ce que la personne, enfant, adolescent, adulte, est capable d'appréhender. Aller parler à un enfant de première primaire de la situation particulièrement problématique qui est connue par les Rohingyas est quelque chose qui est relativement compliqué, simplement parce qu'en première primaire, les enfants ne sont pas encore totalement équipés à pouvoir appréhender une réalité qui est à ce point éloignée de la leur. Voilà, et il faut pouvoir prendre en considération les étapes du développement de la personne, du développement cognitif, social. Et est-ce que ces nouveaux mouvements d'éducation aux droits humains ont eu des effets visibles dans les campagnes d'Amnesty, ou est-ce qu'il y a un impact dans le concret, dans le réel, que des fois les gens demandent pour un peu comprendre pourquoi faire ça si on n'a pas de retour, puisque Amnesty ne propose pas réellement de programme dans la réalité, c'est la défense des droits humains en général. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces choses concrètes et réelles que produit cette éducation et l'engagement pour les droits humains? Il n'est pas toujours très simple pour une personne de pouvoir identifier de façon exacte et précise quelle est la contribution de tel ou tel facteur, de tel et tel élément dans ce qui constitue ses convictions, dans ce qui constitue ses compétences. Et donc, l'évaluation de l'impact d'une activité éducative, en particulier à long terme, et en particulier si on accepte l'idée que l'éducation, ça n'est pas que de l'information, mais aussi le développement d'autres compétences, qui sont encore plus difficiles à mesurer, mais c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. La façon dont on peut s'en sortir, pour pouvoir répondre à la question, c'est le témoignage d'un grand nombre de personnes qui, arrivées à l'âge adulte, sont capables d'identifier le fait que, au moment de leurs études, ils ont encore un souvenir précis de telle ou telle personne. Je peux vous dire, pour ce qui me concerne, que mon engagement pour les droits humains, il date de décembre, on doit être vers le 20 décembre, je ne sais plus l'année, il faudrait que je calcule, mais de ma 3e année secondaire. Parce que ce jour-là, dans les jours blancs, j'étais quand même à l'école, mes 2 parents travaillant, ils ne savaient pas que faire de moi, donc j'étais là à l'école, et on était une dizaine de péquenots à être présents là. Et il y a eu la possibilité d'avoir une animation par quelqu'un d'Amnesty International. Gilbert Cortous, c'est le mec qui est venu. Oui. Et ce gars-là, il m'a marqué. Et ce gars-là, il m'a dit ce jour-là des choses qui font que j'ai continué. Voilà, alors, ce sont des choses. Enfin, en l'occurrence, je suis capable de l'identifier et de le pointer.
Il y a sans doute un certain nombre de personnes pour lesquelles ça n'est pas aussi clair et aussi précis, mais pour lesquelles il y a des choses qui sont entendues, qu'on entend, et puis qui sédimentent. Mais c'est vrai que c'est très 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 difficile de pouvoir identifier les choses de manière extrêmement précise. Donc je rappelle à nos internautes que nous sommes ici avec Laurent Deutsch, responsable activisme et éducation aux droits humains. Nous allons passer bientôt à la table ronde, donc avec une discussion avec un peu plus de gens. Vous nous avez parlé de l'éducation aux droits humains. On va aussi parler d'une rétrospective des droits humains aussi, des événements que chacune nous a marqués. Est-ce que vous avez un événement en tête, comme ça, qui vous vient à l'idée? Dans la décennie écoulée, puisque l'événement ici célèbre la fin d'une décennie de droits humains. Donc on est sur 2010-2020. Oui, Yes. instinctivement, un ou plusieurs phares. Alors, la question de la décennie va être un petit peu, c'est 2010-2020. Mais, On peut déborder. oui, On peut écoutez, déborder. pour moi, la question du printemps arabe, elle a été quelque chose de formidable. Et je le dis d'autant plus que c'est quelque chose qui est la conjonction de la grande histoire et de la petite histoire. Je veux dire par là que, vous savez, la dictature sous Ben Ali, et pour moi, c'est quelque chose qui a un visage. Je suis membre d'un groupe local, dans mon patelin. Et dans mon patelin, on nous avait demandé de travailler particulièrement sur le cas d'une avocate tunisienne, Radia Nasraoui. Radia Nasraoui, c'est donc sous la dictature de Ben Ali, quelqu'un qui défendait des personnes emprisonnées pour leurs opinions, quand bien même elle ne partageait pas ses positions. Par exemple, elle a défendu en justice des islamistes avec lesquels elle n'était pas d'accord, mais dont elle estimait qu'ils avaient droit à la liberté d'expression. Elle était intimidée, harcelée, on a fait des tentatives, des fausses tentatives d'enlèvement de ses enfants. Son cabinet d'avocats a été complètement ravagé. Enfin, voilà. Et un jour, je me suis rendu en Tunisie encore à ce moment-là. On passe à côté, il y avait un type qui était venu me chercher, et on passe à côté du ministère de l'Intérieur. Il y a des travaux. Et le type me dit comme ça, oui, ils mettent du verre un peu plus épais. Comme un abruti, je lui dis, ah oui, c'est pour faire des économies en Tunisie, pour faire des économies pour isoler mieux. Bon. Et le gars me dit, non, c'est parce qu'avant, comme dans le sous-sol, ici c'est le ministère de l'Intérieur, on torture les gens, ça s'entendait du trottoir. Et donc on met du verre pour que la torture ne s'entende plus. Vous voyez, il y a des moments où les choses prennent une densité particulière. Et donc pour moi, le jour où on a dit qu'il y a des révoltes, et puis Ben Ali est parti, ça avait quelque chose d'absolument exceptionnel pour l'histoire d'un pays pour lequel j'avais une certaine proximité. Voilà, et donc si vous posez la question de manière spontanée, pour moi, à titre personnel, voilà, je pense à ça, et je crois que ça sera le 17 décembre ici qu'on célébrera les 10 ans du fait que M. Bouazizi, si je me souviens, ce Tunisien, s'est immolé sur la place publique. Et c'est ça qui était parce qu'il vivait dans des conditions. C'était un gars, il avait je sais pas combien de diplômes et il n'avait aucun emploi. Enfin, c'était épouvantable. Et puis il s'est renversé un truc de carburant, il s'est allumé, terminé. Et ça, c'était le début de ce printemps tunisien qui a eu toutes les répercussions qu'on sait, avec plus ou moins d'honneur ou de malheur dans la région. Mais donc voilà, pour moi, je pense à ça, mais probablement si je réfléchis à peut-être d'autres choses. De toute façon, on va faire la table ronde pour ça. Merci pour cette très chouette interview. On va continuer le débat sur les événements marquants de la décennie écoulée. On va faire une petite pause d'une dizaine de minutes. On revient vers vous à pile, à 2h, et on va continuer la table ronde avec Laurent Deutsch et d'autres amnestiens et les personnes du chat de Twitch. Merci. Ok, rebonjour à toutes et à tous. Voilà, ici vous êtes à la table ronde, donc on va discuter avec Laurent Deutsch. Vous venez tout à l'heure d'entendre une petite interview. Nous sommes ici
avec des amnestiens, des internautes, Lucie, Léna, Alicia, parfait. Et puis il y en a encore d'autres qui arrivent, Johan, etc. C'est top et je vous laisse Adrien qui va voilà, animer ce petit débat. Alors bonjour à tous, là on va faire une petite table ronde où vous pouvez bien sûr intervenir en tant qu'internaute et on va demander à toutes les personnes qui sont présentes en Zoom avec nous d'aussi partager un événement qui leur est important et qui pour eux marque la décennie des droits humains qui vient de s'écouler. C'est un événement qui peut être très personnel ou bien qui peut pour vous cristalliser des transformations sociétales. C'est tout à fait subjectif et on va chacun discuter à notre tour de l'événement choisi par l'autre et pouvoir essayer de créer quelque chose de sympathique et de collectif. On peut peut-être commencer par Alicia, qui est la première sur mon écran. Alicia, as-tu un événement particulier dont tu aimerais... Oui, alors moi je pensais à la participation d'Amnesty dans les marches pour le climat, notamment les grandes marches qu'on a vues à Bruxelles par exemple. Je trouve que c'est assez représentatif des 10 dernières années, dans le sens où les changements climatiques, c'est quelque chose qui nous préoccupe depuis, je crois bien même 40 ans, mais c'est vraiment voilà, ces dernières années que le mouvement a fait un grand boom et qu'on se rend compte aussi que le changement climatique, c'est pas seulement une histoire de perte de la biodiversité, même si évidemment ça joue beaucoup, c'est aussi une histoire de l'humain, une histoire qui met en fait en avant nos droits et le péril de nos droits. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un... Très bien, merci Alicia pour cette précision. Donc Alicia nous parle des changements climatiques et surtout de la mobilisation pour créer une transition écologique. Peut-être que Léna aimerait nous en parler. Léna est au cercle Amnesty à l'ULB et je tiens à préciser qu'elle fait des études d'apporter des choses intéressantes dans le débat. Oui, alors je suis en master en gestion de l'environnement avec Alicia aussi. Du coup, on fait exactement les mêmes études et c'est aussi l'événement en fait duquel je voulais parler aujourd'hui, à savoir la justice climatique. Je pense que voilà, les droits humains vont tellement ensemble avec la justice climatique. C'est des sujets qui sont tellement liés et on le voit aujourd'hui dans plein de sujets, que ce soit la déforestation et les populations autochtones qui y habitent, mais que ce soit aussi les énergies fossiles qui détruisent tous des environnements et qui détruisent aussi des conditions de travail de personnes qui sont affectées, qui sont absolument horribles. C'est un sujet qui est total, complet et qui affecte absolument tous les droits humains. Et moi, c'est une lutte qui me passionne énormément, de fait de mes études aussi, mais c'est pour moi aussi un fait très marquant de cette décennie, c'est notamment l'accord de Paris qui a été signé il y a 5 ans maintenant. Demain, ça fera le 5e anniversaire de l'accord de Paris qui sera signé. Et je pense que ce qui est choquant aujourd'hui de voir au niveau de la justice climatique, c'est que de nombreux pays ne respectent pas leurs engagements qu'ils ont pris, c'est-à-dire un engagement de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré globalement. Et là, là où on en est comme aujourd'hui, avec les mesures qu'on prend et surtout les mesures qu'on ne prend pas, on va rapidement dépasser cette limite et je trouve que c'est un sujet tellement essentiel aujourd'hui et c'est exactement ce dont je voulais parler aussi. Merci Léna pour toutes ces précisions sur la COP21 notamment. Je vois que Laurent Deutsch réagissait beaucoup, faisait des mouvements de tête. Peut-être qu'il est d'accord avec ce gros événement selon Alicia et Léna. Oui, alors, enfin voilà, moi je ne peux qu'approuver et c'est sûr qu'en faisant les études qu'elles font, j'espère qu'elles vont contribuer à nous aider, à aider le monde entier à dépasser l'espèce d'inertie dans laquelle il se trouve. Et enfin, la façon de lier cela aux droits humains, moi je l'illustre vraiment par cette anecdote où je me trouvais au Burkina Faso et j'étais en train de discuter avec un agriculteur. Et cet agriculteur, au fur et à mesure que je parlais avec lui, il ne me regardait pas, il regardait derrière moi.
C'est un peu particulier. Et je lui demande à un moment, mais pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de regarder comme ça derrière? Et il me dit, je regarde le ciel parce qu'en principe, la pluie vient de ce côté-là. Le gars, il avait planté ses champs, la pluie était venue, les semences, son sorgho, son mil commençaient à pousser, et puis il n'y a plus de pluie pendant un temps beaucoup trop long. Et donc pour le moment, tout était en train de brûler. Or, c'est sa seule récolte sur l'année. Une seule récolte par an, ça veut dire que c'est sa seule occasion de nourrir sa famille pendant un an. Et donc le gars, il regardait derrière moi en se disant, la météo détermine la capacité dans laquelle je suis de nourrir ma famille. Et donc on est vraiment là dans quelque chose qui est extrêmement lié à la question des droits humains en général, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels. Merci Laurent. Ah oui. Merci Laurent Deutsch pour cette superbe intervention. Je ne sais pas si Lucie, Elena ou Johan ont des choses à dire par rapport à la justice climatique qui leur paraît pour eux aussi important. Non. Peut-être Elena a encore quelque chose à dire. Oui, tout ce que Laurent vient de dire, je pense que c'est extrêmement important. C'est un témoignage. Je m'entends en double. C'est un témoignage extrêmement important parce que ça montre exactement le fait que nous, ici, on ressent le réchauffement climatique d'une façon, mais dans d'autres pays, on le ressent beaucoup plus fort. Et c'est souvent les pays qui sont les moins pollueurs qui sont les plus affectés. Et dans ça, on peut aussi citer notamment la situation des femmes qui sont c'est prouvé plus touchées par les effets du changement climatique. Et il y a plein de théories là-dessus. Il y a plein d'études, notamment qu'Amnesty International a publié là-dessus. Et je pense que c'est vraiment central, ce genre de témoignages de personnes qui sont affectées directement par les changements climatiques qui touchent notre planète actuellement et qui vont que continuer à s'aggraver, notamment avec des migrations climatiques qui vont monter en hausse dans la prochaine décennie. Et je pense que c'est vraiment le moment d'agir. Et c'est pour ça aussi, je pense que c'est une campagne essentielle pour Amnesty en ce moment. J'aimerais juste dire une petite chose. Si on recontextualise cette thématique justice climatique et on la lie avec cette pandémie, parce que c'est vrai, on ne va pas tout de suite prouver que le Covid est lié directement au réchauffement climatique, à notre empreinte écologique, etc. On va pas le prouver aujourd'hui, peut-être jamais. Mais moi, je me suis posé une question une fois et je me suis dit, il y a un truc où je n'ai plus envie, c'est d'une pandémie. J'ai plus envie qu'on soit confiné. J'ai plus envie qu'il y ait plus de bars, plus de cafés. J'ai envie qu'on continue les loisirs. Et je suis persuadé que si on arrive à mieux vivre avec notre planète et à trouver un équilibre juste, faut pas non plus devenir des hommes Cro-Magnons, c'est pas ce qu'on demande, mais juste un équilibre juste, je pense qu'on n'aura plus de pandémie. Je pense qu'on sera plus heureux parce qu'une pandémie comme celle-ci, il y en aura. Moi, je suis persuadé. Je ne suis pas scientifique, mais j'en suis sûr qu'il y en aura encore. Merci Adil pour cette intervention. Je rappelle que à 17h30 et jusqu'à 18h30, on a une heure consacrée à la justice climatique. Et donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce sujet et voir ce qu'Amnesty fait à ce sujet, en tout cas le cercle Amnesty International ULB, n'hésitez pas à nous rejoindre de 17h30 à 18h30. Et si les internautes ont des questions ou des remarques par rapport à ce sujet, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, à donner leur avis ou à exprimer l'approbation par rapport à ce que Léna ou Laurent ont pu dire. Est-ce que quelqu'un voudrait faire part d'un autre événement qu'il aurait marqué durant la décennie écoulée concernant les droits humains? Oui, Léna? Oui, moi je voulais parler des violences conjugales qui ont plus qu'augmenté en cette période de pandémie. Il y a l'ONU qui a recensé que dans ces pays, les appels d'urgence à cause de violences conjugales ont augmenté de 60%. Oui, à mon avis, c'est un peu les grands oubliés de la pandémie. Il y a plein d'oubliés, mais notamment eux et elles. Oui, voilà. Si Laurent, qui a vraiment travaillé un peu sur ces sujets, peut nous en dire plus à ce niveau-là. Est-ce qu'Amnesty a des informations supplémentaires ou bien des réflexions qui peuvent nous aider
par rapport aux droits humains et à ces femmes qui sont prisonnières de leur foyer. Alors, il faut différencier la période Covid et puis la période précédant le Covid. Pendant la période Covid, c'est indéniable qu'il y a un certain nombre de violences intrafamiliales. Les femmes sont les premières victimes. N'oublions pas les personnes âgées et les enfants, parce que quand on met plein de gens dans un endroit confiné, eh bien, ça augmente le taux de violence. Et là, il y a une augmentation. Je discutais encore avec la présidente du CPS de ma commune qui me le confirmait, qui me disait oui, nous avons des éléments qui nous permettent de penser qu'il y a une augmentation de ce type de phénomène. Et du côté des enfants aussi, les directions des écoles ont pu noter qu'il y avait quand même une augmentation des problèmes. Ça, c'est la période Covid, dont on espère qu'elle reste exceptionnelle et qu'elle le sera. Il n'empêche que l'ensemble des dispositifs qu'une société met en place dans une période où tout va bien doivent être sollicités quand on est en période Covid. Et donc, si notre pays avait encore davantage pris au sérieux la problématique des violences faites aux femmes, on peut espérer que tant du point de vue de la sensibilisation que du point de vue de la mise en œuvre de mécanismes de traitement, en justice notamment, de cette violence, nous aurions été mieux équipés pour y faire face. Qu'il y ait une augmentation de la violence faite aux femmes au cours de la décennie est quelque chose qui est difficile d'interpréter. Y a-t-il une augmentation de la violence ou bien y a-t-il une augmentation du nombre de femmes qui communiquent sur cette violence? C'est quelque chose qui est très important à différencier parce que si un nombre plus grand de femmes communiquent sur les violences dont elles font l'objet, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif que les femmes en question ne soient pas murées dans leur silence. Et donc, c'est important d'essayer de différencier les deux. Peut-être y a-t-il un peu de l'un, un peu de l'autre. Merci Laurent pour cette intervention avec plus de précision peut-être. Est-ce que quelqu'un aimerait réagir à cette importance de... Oui, ben... Oui, du coup, mais à propos de cette importance de différencier les deux, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui nous portent à penser que ce n'est pas seulement, en tout cas, des femmes qui communiquent plus, mais c'est aussi des femmes qui sont piégées chez elles à cause du confinement, qui ont moins accès à certaines ressources. Et donc oui, j'ai l'impression qu'il y a en tout cas de ça, mais c'est peut-être moi qui vais trop vite dans mes conclusions. Oui, je laisse Laurent réagir. Et donc on est bien d'accord que pour la période de la pandémie, il y a effectivement une augmentation de toutes les violences intrafamiliales. Donc ça, c'est bien clair. Je parlais ici au cours de la décennie, donc dans la période avant la pandémie, où on a pu observer une augmentation de la parole sur ces questions-là. Mais sur la période de la pandémie, il y a clairement une augmentation du nombre de faits et du nombre de violences. Ça, c'est sûr. Merci. Est-ce que quelqu'un... Oui, je pense qu'Adil a levé le doigt pour dire quelque chose. Oui, je voulais juste dire vous rappeler que tout à l'heure, il y aura aussi la campagne Droits des femmes. Donc, n'oubliez pas. Elena, peut-être tu peux nous en parler un peu plus de cette campagne à 18h30, entre 18h30 et 19h30. Oui, donc entre 18h30 et 19h30, il y a le GT Droits des femmes qui va venir. C'est coupé en 3 grands temps. Il y a d'abord un quiz sur le consentement, où il y a moyen de gagner 3 livres trop chouettes sur le féminisme, une façon de faire son shopping cadeau pour Noël aussi, donc il faut venir. Il y a une table ronde sur les stéréotypes. On va vous demander de participer en commentaire, etc. Et puis en 3e lieu, il y a une présentation sur les activistes féministes aujourd'hui présentes partout dans le monde. Voilà, merci Adil. Oui, je pense que Léna a aussi levé la main pour intervenir. Oui, c'était juste pour préciser encore que Amnesty International Belgique francophone a fait a sorti plein de recherches sur le sujet des violences sexuelles et des violences faites aux femmes. Et c'est juste pour encourager nos auditeurs et nos auditrices à aller sur le site d'Amnesty International Belgique francophone et d'aller lire tous ces documents qui sont publiés. Il y a vraiment un tas de ressources là-dessus et qui peuvent être d'un très grand intérêt
parce que c'est vraiment des études qui ont été faites au niveau belge. Du coup, ça nous touche toutes et tous. Et voilà, allez-y, jetez un coup d'œil. Allez jeter un coup d'œil. Voilà. Oui, Adil, je pense que tu voulais dire quelque chose. Voilà, Laurent Deutsch peut-être pourrait aller un peu plus loin, mais il y a la campagne J'ai dit oui. Et en fait, donc depuis, je crois, 2 ans maintenant, donc ils ont voilà, fait un tas de recherches et ensuite ils se sont dit pourquoi pas sensibiliser dans les écoles, les jeunes, etc. Et en fait, c'est sous forme de calcul. Oui plus oui égale à oui. Alors ça peut sembler hyper simple, mais en réalité, pour certaines personnes, c'est pas si simple que ça. Parce que oui plus non plus Z, Z ça veut dire ah j'hésite, bah finalement c'est quoi la réponse? Et donc à chaque fois on peut partir de ces petits calculs pour se poser des questions et aller plus loin parce que c'est pas si simple de dire tiens ne fais pas ci parce que la femme tu dois la respecter. En fait il y a toute une éducation, toute une conscience qu'il n'y a pas, toute la société dans laquelle on vit, où les femmes ont toujours eu la place qu'elles devaient avoir, et heureusement ça change, mais voilà, ça reste comme ça. Et je pense que Laurent Deutsch pourrait aller un peu plus loin là-dessus avec cette campagne J'ai dit oui, si vous le souhaitez bien. Alors, en effet, ce qui est important, je pense, dans cette campagne-là, ce sont deux nouveautés par rapport à ce qui s'est fait d'habitude. La première nouveauté, c'est que toutes les campagnes que nous avons faites par le passé, ou en tout cas la plupart d'entre elles, qu'on a faites sur la violence faite aux femmes, c'était des campagnes qui s'adressaient aux femmes elles-mêmes. Et donc, on disait aux femmes, quand c'est non, tu peux dire non, tu dois dire non, fais-toi respecter. Et ça a un impact, ça a un effet qui est un effet vicieux, si on veut. C'est que du coup, quand une femme est victime de viol, elle peut intérioriser l'idée que c'est de sa faute puisqu'elle n'a pas été capable de dire non. Et donc, il est important d'inverser la question et de dire la femme qui est victime de viol, c'est elle la victime. Et la personne qui est responsable, c'est la personne qui l'a agressée. Et donc, c'est important d'avoir une campagne à un moment qui s'adresse aux hommes et qui leur dise, voilà, il y a des choses, ça ne se fait pas. C'est le premier élément qui me semble relativement novateur, si on veut, pour cette campagne. Le deuxième, c'est de se rendre compte, au moyen notamment d'un certain nombre de sondages, que la compréhension et la connaissance que l'on a de la question du viol, eh bien, elle est lacunaire. Il y a encore un grand nombre de personnes, aussi bien des femmes que des hommes du reste, qui ignorent un certain nombre de choses. Et donc, par exemple, on pourrait avoir tendance à dire « oui, mais n'était pas vraiment lui-même parce qu'il était sous l'emprise, soit de produits stupéfiants, soit de l'alcool ». Et il faut redire à un moment que si on conduit une voiture en ayant 3 grammes d'alcool dans le sang, c'est une circonstance aggravante. Et donc, pourquoi, dans le cas du viol, la consommation d'alcool par l'agresseur serait-elle, dans ce cas-là, une circonstance atténuante? C'est vraiment important de pouvoir redire aux gens un certain nombre de choses qui vont à l'encontre de ce qu'ils pensaient. Et il faut reconnaître qu'ils le pensent de bonne foi. Et donc, on ne doit pas culpabiliser un certain nombre de personnes d'avoir des représentations erronées sur ce que c'est que le viol. Il faut simplement pouvoir éclairer leur jugement sur la question. Ce sont les deux éléments principaux de cette campagne. Alors après, effectivement, on l'a centré sur les jeunes et donc on essaie d'utiliser des moyens qui peuvent les atteindre et si possible, qu'ils fassent preuve d'un peu d'humour, d'un peu de décalage. Mais ça, c'est plus, je vais dire, presque du marketing. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on le fait et quel est le message qu'on veut délivrer et qu'on veut délivrer à qui. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce renversement de la perspective de passer de la défense des droits des femmes par les femmes à cette communication visée à tous. Oui, Léna, je pense que tu avais...
Oui, ben, je pense que c'est déjà un bon changement de stratégie de ne plus s'adresser aux victimes, parce que le problème dans la société actuelle, ce n'est pas les victimes, mais voilà, ça me paraît logique que c'est l'agresseur qui est le problème et que c'est aussi ce qui est derrière. Et pour revenir un peu au sujet de la décennie des droits humains et de les mettre dans le contexte des droits des femmes, je pense qu'énormément d'améliorations, on a vu énormément d'améliorations sur ce sujet les 10 dernières années, mais on n'est pas encore dans une situation d'égalité et il y a encore énormément de travail à faire. En fait, la société actuelle reste très patriarcale, reste très oppressive pour les femmes partout, que ce soit ici en Europe, en Occident, mais aussi dans les Suds, partout dans le monde. Et pour ça, voilà, juste pour citer un peu, il y a de la sous-représentation dans certains domaines et une surreprésentation des femmes dans d'autres domaines, dans des métiers dangereux, des métiers sous-valorisés, etc. Tandis que les femmes sont clairement et nettement sous-représentées dans d'autres domaines comme la politique, les grands postes économiques, soi-disant. Et je pense que c'est vraiment aussi ce sexisme et cette infantilisation de la femme qui doit être vraiment au centre de nos combats pour la décennie à venir. Et pour ça, j'avais juste une petite anecdote pour celles et ceux qui nous écoutent que ça intéresse peut-être. Je vous conseille vivement de vous intéresser au courant écoféministe, qui est un courant super intéressant avec plein d'autrices et d'auteurs c'est pas un mélange entre l'écologie et le féminisme, mais c'est un agencement entre ces deux courants et qui est très très pertinent et qui touche à plein de sujets hyper d'actualité. Je peux notamment citer Vandana Shiva, qui a fait naître le mouvement écoféministe en Inde, mais il y en a plein d'autres aussi. Du coup, je vous conseille vivement d'y jeter un œil également. Alors, il nous reste quelques petites minutes. Est-ce qu'on peut peut-être démarrer sur un autre sujet pour vite parler d'un troisième événement qui vous a marqué? Si jamais j'en ai un en réserve que j'avais choisi aussi. Oui, Johan, peut-être? Oui. Ouais, alors moi rapidement, quand j'ai dû penser du coup à un événement de la dernière décennie qui a marqué les droits de l'homme, j'ai pensé à un événement, enfin en tout cas un combat qui m'a fait connaître, enfin qui m'a rendu accessible à Amnesty International. Et pour faire ça, je vous ramène un petit peu en France. En 2017, il y a une promulgation de l'état d'urgence dans la Constitution française, donc en réponse aux attentats terroristes en France. Et cette loi politique permet désormais, enfin en tout cas a mis en place dans notre Constitution plusieurs mesures qui vont, selon plusieurs rapports comme Amnesty International, à l'encontre de l'état de droit et ne respectent pas les droits de l'homme. C'est notamment le cas avec l'extension des perquisitions, l'exploitation de données personnelles et une facilité d'accès, même la fermeture de certains lieux de culte, etc. etc. Et c'est finalement quelque chose d'extrêmement intéressant puisque le terme terroriste, le terrorisme est assez vaguement, ou en tout cas n'est pas défini dans le droit international, et on remarque souvent que beaucoup d'injustices ou beaucoup de scandales liés aux droits de l'homme sont justifiés par une lutte contre le terrorisme. Et ça donc entraîne beaucoup de dérives. Et voilà, c'était donc une des premières, en tout cas, lois, donc je crois que c'est du 1er novembre 2017, qui a entraîné une quantité d'autres, on va dire, qui viennent affaiblir l'état de droit et les démocraties, en tout cas notamment la France. Voilà, je veux juste parler de ça. Alors, c'est très intéressant, cette inscription de peut-être une violation des droits humains dans la loi. Peut-être très rapidement, puisqu'on va bientôt clôturer, Laurent Deutsch, vous avez certainement quelque chose à dire par rapport à ça. Je trouve ça vraiment intéressant et important parce qu'on a parlé à un moment de la guerre contre le terrorisme. Et je vous rappelle, puisqu'on évoquait ici la France, la première intervention du président Macron était une intervention, on aurait dit, d'un général d'armée qui utilisait un certain nombre de termes et il a dit « nous sommes en guerre contre le virus ». Les mots ne sont pas innocents. En droit, les conflits armés nous amènent dans le champ du droit international humanitaire. Et donc, ce n'est pas innocent, parce que toute cette rhétorique guerrière s'associe avec l'ouverture qui est faite
à des mesures exceptionnelles potentiellement attentatoires aux droits humains. Et tant que nous ne sommes pas en guerre avec la définition très précise qui est mise de ce que sont que les conflits armés dans les conventions de Genève, tant que nous ne sommes pas en guerre, les droits humains prévalent. Avec, on l'admet, des exceptions qui peuvent être apportées, mais qui peuvent être apportées de façon extrêmement précise, de manière restreinte dans le temps, de manière proportionnée, au moyen de lois. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment très important de ne pas se laisser berner par les mots qui sont utilisés et les airs guerriers qu'on se donne. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces réactions et ces événements qui vous ont marqué. On a un petit message sur Twitch de Océane qui nous dit que, en effet, on néglige beaucoup le fait que ceux qui ont des réactions dites sexistes ont été éduqués là-dedans et que pour voir un réel changement, il faudrait changer cela. Et c'était exactement ce dont on avait parlé et c'est une thématique très importante que de au respect des potentiels agresseurs, faire en sorte que l'homme ne soit plus dangereux pour la femme autant qu'il peut l'être aujourd'hui. Et c'est très important de passer par après la dénonciation, de passer par cette éducation. Merci beaucoup. Il est maintenant temps de clôturer ce tour de table. C'était un plaisir de tous vous avoir avec nous. Juste après, nous allons parler de discrimination pendant 1 heure, de 14h30 à 15h30. On va démarrer par une petite présentation du groupe de travail, ensuite par une vidéo de l'humanité, une présentation par 3 membres, encore quelques petites vidéos et des intervenants. Donc, restez à l'écoute. Nous reviendrons après une courte pause à